Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Conspiratorium. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous supplie de souscrire à notre chaîne Le Conspiratorium et de cocher sur la cloche et choisissez tout pour que vous soyez avisés toutes les fois que nous mettrons une vidéo en ligne. Aussi, partagez, likez et faites connaître cette chaîne à plus de monde qui vont la découvrir comme vous. Quant aux anciens du Conspiratorium, je vous souhaite la bienvenue encore et je vous demande de liker et de partager cette vidéo. Merci aux inconditionnels Deborah K, Christophe Mputubuele, Élisée Bahaya, Marie-France Mbia, Maman Tété Kalanga, Maman Diamarose Bakabaka, Kabangu en Angola et tant d'autres comme Mitterrand Miteu Alumbashi et Maman Dorcas. Alors, et tant d'autres, je ne peux pas citer tout le monde, je cite ceux qui me reviennent à l'esprit parce qu'ils sont toujours là. Je ne peux pas oublier notre cher ami Pati Tindele qui est moine Bandal. Voilà, nous y sommes. Voilà, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a donné une interview aux journalistes américains et internationaux. On lui a posé une question capitale sur ce qu'il en est des négociations ou des signatures des traités de paix, des traités commerciaux, avec les accords commerciaux avec les États-Unis. Vous avez suivi sa réponse, car c'est la réponse à laquelle on s'attendait tous. Les Américains sont des fourbes. Les Américains sont des fourbes. Et j'exagère peut-être, surtout j'ai généralisé, parce que je ne parle que de dirigeants. Je ne parle pas de citoyens, madame et monsieur tout le monde. Je ne parle pas de cela. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai généralisé, ne m'en tenez pas rigueur. Nous y reviendrons, mais tout de suite, je vais parler de la déchéance de monsieur pacificateur Vital Kamerhe. Il est déchu. Est-ce que parce qu'il est déloyal ou il est traître? Ou c'est les deux à la fois? Quelqu'un m'a fait comprendre que les M23 ont demandé son CV. Ils attendent avec enthousiasme d'employer Vital Kamerhe à n'importe quel échelon, direct ou indirect. Direct, c'est d'aller à l'Est, se rejoindre au barbu et tant d'autres, ou indirect, rester auprès de Monseigneur Ambongo, qui est aussi membre de la même organisation, car le M23 n'est pas le groupuscule de soldats que vous voyez. Non, c'est un mouvement incluant des Occidentaux de toutes sortes, des grands industriels de toutes sortes, des financiers de toutes sortes, des pharmaceutiques, des grands miniers, tout est là-dedans. Voilà, on dit toujours, l'on ne peut servir deux maîtres à la fois, sans que l'un d'eux ne soit trompé. Et aussi, si la chauve-souris avait clairement choisi son camp dès le début des hostilités entre les oiseaux et les mammifères, elle n'aurait pas été contrainte à passer ses journées cachées et ne sortir que la nuit. Ces deux anecdotes s'appliquent au député Vital Kamerhe, déchu de la présidence de l'Assemblée nationale de la RDC, la République démocratique du Congo. Alors, bonjour Monsieur le Président. Loyauté réitérée. Vous rappelez-vous cette phrase?
C'est ce qu'il avait dit au président Tshisekedi quand il est venu remercier le président pour son soutien afin de décrocher la fonction précitée ou la fonction du président de l'Assemblée nationale du Parlement de la RDC. Tshisekedi, il a toujours donné à Kamere tout. Question de gratitude au sujet des combats politiques menés ensemble dans un passé récent. Est-ce que Viké, quand je parlerai Viké, donc c'est Vital Kamere, est-ce que Viké s'en était rendu compte ou il s'en fichait, croyant que tout lui est acquis, tout le monde lui doit tout et qu'il ne doit rien à personne? Fachi a accommodé Viké en tout, même si vraiment Viké ne lui retournerait rien. Pour une cause et intérêt indu, Fachi a fait de lui directeur de cabinet, l'a fait sortir de la prison. Vous connaissez l'affaire du projet des 100 jours. Il a fait de lui ministre de l'économie et enfin président de l'Assemblée nationale. Vital Kamere n'a jamais établi de distinction entre le président comme institution et monsieur le président comme individu qui incarne l'institution dont je viens de parler. Je comprends la raison. Et sa motivation est sinistre même. Pour Viké, pour Vital Kamere, l'épisode avec Étienne Tshisekedi reste la même que avec celle de Félix Tshisekedi. Il peut manger le grand Étienne Tshisekedi, alors du petit Félix Tshisekedi, il fera une bouchée. Voici son erreur, et l'erreur fatale même. Le peuple congolais a un président élu à 74% de votes exprimés, assermenté et en fonction. C'est Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo pour les intimes, et aussi pour les mélomanes, c'est Fachi. Ce peuple voit tout et comprend tout, évidemment. Toutes les batailles et les efforts de ce président pour sauver, sécuriser et reconstruire la RDC sont suivis par son peuple qui, malgré tout, lui fait confiance et le soutient. Toutefois, les politiques du pays et d'autres fils en position de pouvoir n'aident pas le président. C'est ainsi que le peuple n'a pas une goutte de larmes. Le peuple n'a aucune goutte de larmes pour la déchéance des amorphes et inaptes en gestion de la chose publique. Je parle de Vital Kamere et de Madame Munongo. Le peuple ne vous pleure pas. Pourquoi mon Vital Kamere est allé passer en revue les forces du M23 AFC à peine sortis de la prison? Pourquoi voulait-il les inviter à table encore sachant qu'ils étaient le M23-1? C'est eux-mêmes qui sont CNDP, ils sont RCD, ils sont AFDL, voire même le FPR au Rwanda. Ignorait-il que Hippolyte Kanambe, alias GKK, donc Joseph Kabange Kabila, était leur chef en tout et pour tout en RDC? Pourquoi Viké a multiplié des déclarations de nature à démoraliser les troupes congolaises au front
les troupes vivantes, sachant que plusieurs d'entre eux sont morts au combat. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi les envahisseurs s'empressent d'occuper de plus en plus de terres congolaises, et ce, le plus vite possible? L'article 117 de la Constitution congolaise qui consacre la découpe du pays ne serait-il pas leur motivation première? Et tant d'autres articles d'ailleurs qui menacent la paix, l'intégrité territoriale et la perte du pays. Alors pourquoi Vital Kamerhe, n'a jamais voulu tenter d'en parler? Pourquoi? C'est avec allégresse et satisfaction personnelle qu'il admire ce qui se passe à l'est du pays. Je lui prête cette intention, car il m'en donne l'occasion. Il en donne à toute Congolaise et à tout Congolais de bonne foi et de bonne qualité. Pendant que les parlementaires ukrainiens votent des lois pour protéger l'Ukraine, ceux de la RDC, qui étaient chapeautés par Vital Kamerhe, font la propagande des envahisseurs de la RDC. Vital Kamerhe s'appelle le pacificateur, c'est-à-dire celui qui endort le peuple congolais pendant que l'ennemi se déploie en RDC. C'est ça, sa pacification. Il dit au peuple, tout va bien. Nous avons un pays stable, pendant que les ennemis se sont implantés partout, dans l'armée, dans la police, dans l'administration et partout même dans les commerces, l'industrie économique du pays. Et il dit, je suis pacificateur. Car le peuple pour lequel il se bat, et ce n'est pas le peuple congolais du tout, le peuple pour lequel il se bat est pacifié. Alors, écoutez bien. Si Viké est pacificateur, alors on verra ce qu'il va devenir bientôt. Maintenant qu'il est déchu de la présidence du Parlement, on va voir ce qu'il va devenir. Soit il se refuse de rejoindre les envahisseurs, soit il se refuse de rejoindre les soutanes, et mieux encore, il refuse les deux et rejette surtout la 5e colonne aussi. Je vous ai déjà expliqué la 5e colonne, ce que ça veut dire. C'est une expression utilisée dans toutes les administrations du monde. Vous voyez les gens, les enfants du pays, qui sont réellement enfants du pays, mais qui sont à la solde de puissances étrangères et qui admettent faire tout et prendre fait cause pour les ennemis. Peu importe ce qui adviendrait à leurs citoyens, concitoyennes et concitoyens locaux, autochtones. Ces gens-là forment la 5e colonne. Vous en entendrez parler dans tous les pouvoirs du monde, bien entendu. Viké, si vous vous rappelez encore, les matières qui ont fait de vous détenteur de PhD d'université, en économie bien entendu, je pense que les jeunes Congolaises et Congolais ont besoin de vous à l'université. Allez enseigner. Et c'est tout. Ne soyez ni ingrat, ni traître, car les deux
soupe à la même table. L'ingrat et le traître se retrouvent à la même table de souper. Plus de 15 millions de morts, la RDC occupée par les ennemis. Ça n'est trop. Vous avez beaucoup d'argent. Allez vous occuper de votre famille et laissez-nous tranquilles. Ça, c'est mon opinion. Le président Tshisekedi, il est aux États-Unis. Depuis un certain temps, moi, vous savez, vous connaissez mon opinion, je vous ai toujours dit, et je le disais depuis la nuit des temps, que nous devrions nous retourner vers la Russie, car en se mettant ensemble avec la Chine, l'Inde, tous les pays du BRICS, je pense que notre salut aurait été là-bas. Mais le président Tshisekedi avait joué à l'équilibriste. Et vous vous rappelez comment je me demandais, j'ai demandé, mes vidéos sont toujours là, vous pouvez les voir. Quelle est cette cristallisation, cette fixation sur l'Occident, sur l'Europe? Oh, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada. Pourquoi? J'ai demandé pourquoi. Ces gens-là nous ont rejetés. 30 ans durant. C'est eux qui ont créé le Rwanda de Kagame et l'ont fortifié, on fait tout ça que ce Rwanda-là et aujourd'hui, on fait de Kabila ce qu'il est aujourd'hui. Et par eux, le Rwanda de Kagame est aidé par son gouverneur Kabila à Kinshasa, on fait de la RDC ce que la RDC est présentement, un pays dévasté, pillé, saccagé, saboté, appauvri. La jeunesse complètement jetée dans la rue, comme Kuluna. Ils ont détruit tous les tissus économiques du pays. Ils ont démoli les institutions que le maréchal Mobutu avait laissées. Tout, ils ont détruit. 30 ans durant. Pendant que Tshisekedi, quand il a rencontré les diplomates à Kinshasa, il leur a dit qu'aucun compatriote congolais ne cédera un seul centimètre de notre territoire. Kagame, quelque temps après, rencontre les diplomates qui sont les mêmes, les diplomates qui sont au Rwanda. Il leur dit en ces termes, je paraphrase, « Je vous remercie, car vous m'avez accompagné les 30 dernières années et avec vous, nous avons pu accomplir tout ce que nous avons fait là. » Qu'est-ce que ça veut dire? Incluant tout ce qui se fait au Congo. Alors, en voyant tout cela, moi je me disais, les Européens nous ont déjà rejetés. Pendant que nous sommes en train de parler avec eux, il faut un communiqué à Kinshasa. Ils disent, nous nous alignons derrière le Rwanda et nous exigeons au Congo de ne pas construire et le mur entre la RDC et le Rwanda, de ne pas faire le recensement, de ne pas toucher à la Constitution. Hein? C'est votre Constitution, c'est votre pays. Et quelque temps après, l'Union européenne va voir le Rwanda et dit, nous allons tout te donner. Nous sommes derrière toi. La Corée, sous mandat des États-Unis, appelle les pays africains et dit, nous avons besoin de minéraux, ça. Paul Kagame dit là-bas, j'ai ces minéraux-là, je vais vous les apporter, mais soutenez-moi. Je vais aller vous les chercher. Ces minéraux sont où? Ils sont au Congo. Alors,
à la télévision de LCI, le président Tshisekedi dit ceci, je paraphrase encore, que la Chine et la Russie viennent par la grande porte. C'est qu'eux, ils vont rafler la mise. Ah, il a dit ça. Vous avez vu ce qui s'est passé? Tout d'un coup, nos généraux, nos colonels, ont tout lâché aux Rwandais. Les équipements de guerre, dernier cri, ultramoderne que Tshisekedi avait acheté pour la guerre. Ils ont abandonné les soldats pour ceux qui n'ont pas été livrés en sacrifice par eux aux Rwandais. Et ils ont livré les villes, les agglomérations, les villages, les cités aux Rwandais, sans tirer une seule balle. Alors Tshisekedi, se voyant dans ces conditions, est allé vite voir les Américains, les amadouer, essayer de les convaincre qu'il va leur tout donner. Et les Américains n'ont pas refusé, parce qu'ils ont déjà tout ce qu'ils ont par le Rwanda, et ils auront encore la part du lion par la RDC. Et avec tout ça, nous espérions, nous croyions les avoir de notre côté. Mais rappelez-vous, j'ai dit, si les Américains étaient sérieux dans ça, ça ne prend même pas le coup de téléphone du président américain. C'est juste l'ambassadeur américain au Rwanda à Kigali qui demande l'audience auprès du ministère des Affaires étrangères du Rwanda, à aller dire au ministre, dites au président. Sinon, lui-même, il va juste appeler le président, il ne va même pas se déplacer, il va prendre son téléphone, appelle le président rwandais et dit, au moment où on vous parle, nos intérêts viennent de se déplacer. Ils partent du Rwanda vers la RDC. Si vous avez des choses à nous offrir, offrez-nous-les, mais ça doit partir du Rwanda. Sinon, rien ne part de la RDC, sortez de la RDC sine die. Hic et nunc. Maintenant, ça est là. Sans délai. Les Rwandais vont prendre leurs clics et claques et ils vont quitter la RDC immédiatement et nuitamment. Car, au moment où on se parle, il n'y a peut-être que 2 pays ou 3 qui peuvent résister aux États-Unis. Et le Rwanda n'est même pas sur le radar de ces pays-là. Le Rwanda allait s'exécuter immédiatement, mais les Américains ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Le président américain, toujours grandiloquent, fourbe de nature, a menti qu'il était avec nous. On nous a fait croire que les signatures entre les 2 présidents se feraient au mois fin juin. Ce n'est jamais arrivé. On a parlé de mi-juillet, ce n'est jamais arrivé. On a parlé de fin juillet, ce n'est jamais arrivé. On a parlé de mi-août, ce n'est pas arrivé. Fin août, ce n'est pas arrivé. Nous sommes déjà passés mi-septembre. Et peut-être que tout ce que nous allons recevoir, c'est les assauts. Ah! Oui! Hier, on a annoncé les assauts des troupes rwandaises contre les nôtres et contre d'autres villes des troupes rwandaises. N'est-ce pas? Parce que tout ce temps, nous, on nous a roulés dans la boue. Le Rwanda n'a fait que renflouer ses troupes, renforcer ses positions. Au Congo, hein? Pas chez eux, au Congo sur notre sol. Comment se fait-il, je vous l'ai dit, les populations de l'Est disent, comment se fait-il qu'au
On ne tire jamais sur les Rwandais ici. Ils sont sur notre territoire. Ils nous tuent ici. Ils font tout contre nous ici. Nous souffrons énormément. Le Rwanda a coupé la ville de Goma du reste du pays. A coupé la ville de Bukavu du reste du pays. Tout ce qui partait du reste du pays vers les deux villes n'arrive plus. Ce qui partait de ces deux villes vers le reste du pays ne part plus. À Goma, la vie est chère. Le Rwanda n'offrait rien à ces populations-là. La vie est ultra chère. J'ai suivi une mère qui pleurnichait hier et dit « Où est-ce que je vais trouver l'argent pour envoyer mon fils à l'école ?» Dit « Mon enfant fréquentait l'école gratuitement grâce à Tshisekedi. Maintenant, les libérateurs sont arrivés. Nous étions en train de chanter ici, on est libérés, on est libérés. Ils sont venus, ils nous ont tout pris. Maintenant, je dois payer si il faut que mon enfant aille à l'école, mais je n'ai pas ces moyens. » Les enseignants pleurnichent, disent, nous ne sommes même plus payés, car nous sommes coupés du reste de notre pays. Et les gens qui sont ici n'ont rien à nous donner. Ils font payer les parents, ils font payer les élèves, ils ont des taxes de ceci, de cela, mais l'argent va au Rwanda. Vous avez vu les jeunes soldats qu'on a capturés, les soldats du M23, qui disent, nous avons souffert. On nous fait souffrir exprès. On tue exprès. Les soldats rwandais ont tout et les Congolais n'ont rien. Les soldats rwandais commandent, les Congolais ne commandent pas. Les soldats rwandais sont payés. Ils reçoivent leur paiement. Ils peuvent consulter leur paiement sur leur téléphone. Nous n'avons rien. Donc, les populations disent Fachi, Beta Massassi, pourquoi est-ce que il nous est défendu de tirer Beta Massassi? Et j'ai été content de voir que les Sukhoi étaient dans les airs. Pas parce que moi j'ai parlé, moi je n'ai pas cette prétention-là. Pas parce que les gouvernants ont entendu mes cris, non, je n'ai pas cette prétention-là. Les gouvernants sont juste arrivés à cette conclusion-là par eux-mêmes, qu'il faut faire cela. Car si moi, un seul individu, je peux le voir, pourquoi pas eux? Moi, je n'ai aucun agent de ANR avec moi. Mais le président Tshisekedi a des milliers et des milliers de gens de l'ANR, de la DEMIAP et d'autres services de sécurité qui voient tout. Il a des généraux, des colonels, il a son état-major, je n'ai rien. Donc, ce n'est pas moi qui va écouter, il va écouter ces gens-là. Mais, je suis toujours heureux de voir que notre président fait de bonnes choses, même si quelquefois c'est lent, ça piétine, ça agonise, mais il finit par faire la bonne affaire. Alors, monsieur le président, wafa wafa, wachala wachala, frappez. Quand on est mort, on n'a pas peur de pourrir. Avez-vous déjà entendu un cadavre qui dit « Ah non, ne me mettez pas encore en terre, attendez un peu parce que je vais aller pourrir » Non. Dès que l'âme s'en va, vous pouvez mettre pouf, sous terre. D'ailleurs, chez nous les Bahavou, je pense même qu'on a déjà enterré des vivants. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être vu par un médecin à des moments critiques. C'est que, ouais, quelquefois, hein, nous pensons que quelqu'un est mort. Le médecin vient, il tâte le pouls de quelqu'un, il vérifie des signes vitaux, il dit non, la personne n'est pas morte, elle est juste en coma, tout ça. Et puis la personne va se réveiller plusieurs jours ou plusieurs heures plus tard. Chez nous, hein, à Idji là-bas, nous avons une culture qui ressemble beaucoup, très, très, très forte à la culture juive, les vrais juifs. Si quelqu'un est mort, il faut que le corps soit sous terre avant le coucher du soleil. Non seulement cela, quand vous allez regarder notre façon de lire le temps, l'heure,
C'est exactement de la même manière que chez les Juifs, les Hébreux. Donc la manière que les Palestiniens vont lire le temps, c'est la même manière que nous lisons le temps. Par exemple, je veux dire, 16 heures, qui pourrait être 4 heures pour certains gens, nous allons dire que c'est 10 heures, Sakumi. Alors, si vous allez chez les Hébreux, chez les Juifs, vous allez voir que c'est comme ça qu'ils lisent le temps. 8 heures là, nous allons dire Sambili. Pour dire 2 heures, 8 heures le matin. Nous allons dire Sambili. Alors, les gens de chez nous, à l'est là-bas, ils disent, nous n'avons pas peur. 15 millions sont morts. Les Rwandais, quand ils sont venus prendre Goma et Bukavu dernièrement, ils ont tué, en moins de 2 semaines, à Goma, ils ont tué plus de 15 000. Et vous pensez que nous allons avoir peur de voir les Congolais et les Rwandais s'affronter si les balles perdues vont faire tomber une centaine, 200? Ça donne quoi? Au moins qu'on les mette dehors. Et ils sont prêts eux-mêmes d'en découdre avec les soldats rwandais et étrangers qui sont chez nous. Je vais faire un petit crochet. Vous avez entendu parler qu'il y a 750 soldats rwandais qui sont arrivés sur mon île, encore mon île Idjui. J'ai en tout cas vérifié. J'ai demandé aux gens sur place. Personne ne m'a dit les avoir vus. Ils m'ont dit qu'ils sont entrés par Mugote, ou bien Mugoche. Ils sont allés par Mugoche, qui est la partie extérieure d'Idjui, pas la partie continentale, c'est extérieur. Donc, qui est, je peux dire, la partie limitrophe avec le Rwanda, qui regarde face à face avec le Rwanda là-bas, à travers le lac Kivu. Que le Rwandais serait entré par là. J'ai demandé aux gens qui ont leur famille sur place, là-bas, est-ce que vous voyez des soldats rwandais là-bas? Je n'ai même pas parlé des 750. Est-ce qu'il y a des soldats rwandais qui rôdent quelque part là-bas? Ils ont dit non. J'ai dit vérifiez, peut-être vous allez les voir. Ils ont dit non. Il n'y en a pas. Ils ont dit encore que Kabila serait installé à Idjui Nord. Ah, s'il vous plaît. À l'heure où on a chacun une caméra sur son téléphone, que le petit téléphone soit performant ou non, on a une caméra dessus. Il n'y a personne qui est capable de filmer. Vous vous rappelez quand les soldats sont arrivés à Idjui-Denemo et quand le serpent leur a réglé leur compte qu'ils ont fui nuitamment, presque à la nage, les caméras étaient là. On les filmait de partout. Et vous allez me dire que 750 soldats, un bataillon, que ça se déplace, un bataillon ne peut pas se déplacer la nuit. Même s'il y avait de grosses routes, on ne va pas déplacer un bataillon. Maintenant, imaginez-vous, à Idjui, il n'y a pas de route. Pour se déplacer, on doit emprunter des sentiers escarpés. Donc, on ne peut que se suivre qu'en file indienne et là encore. Alors, un bataillon pourrait faire combien de kilomètres de ligne de file indienne? Personne ne les a vus. À Idjui, les gens se déplacent trop tôt pour aller à la pêche, à la chasse, au champ. Quelqu'un, quelque part, allait les voir. Alors, moi, si je suis
autorité congolaise, parce que j'ai entendu que c'est le ministre, le gouverneur du Sud Kivu, M. Mpoulousi, qui a parti cela, la première des choses que je ferai, parce que c'est créer une psychose dans la population, une peur bleue dans la population. J'allais d'abord le mettre hors d'état de nuire la population. Je le démets de ses fonctions, sans attendre. En plus de cela, je le flanque en prison. Quand on veut faire ça à sa propre population, c'est qu'on est de mèche avec l'ennemi. Que quelqu'un me prouve le contraire. Et ces gens qui sont à Kinshasa, qui sont toujours en train de parler avec leurs amis, leurs copains qui sont dans le M23, ces responsables et ces ministres dans le gouvernement aujourd'hui, qui ont les leurs dans le M23 et qui ne les dénoncent pas. Je suis quand même heureux que la famille de Nanga l'ait dénoncé. Mais ceux qui ont les leurs, qui sont toujours à Kinshasa, et tant d'autres en Soudan, je ne sais pas, tout le monde se pavane à Kinshasa en paix. Allez demander à la DSP ce qu'on appelait le bataillon d'action. Demandez. Peut-être ça va vous inspirer. On ne peut pas laisser les gens causer la mort des milliers d'autres. Si pas des millions à chaque fois. Il n'y a personne à New York qui veut reconnaître nos morts, qui veut reconnaître qu'on a subi et qu'on continue à subir un génocide. Alors, nous devons le leur forcer. Nous sommes 5 millions contre le Rwanda. 15 millions, mettons. Le Rwanda, 15 millions, nous, 100 millions. Nous sommes plus de 100 000 militaires. Le Rwanda, c'est plus ou moins 35 000. Nous avons les moyens des technologies militaires modernes. Le Rwanda attend qu'on le lui donne. Quand on ne donne pas, le Rwanda n'a rien parce que le Rwanda ne peut pas acheter. Nous pouvons transformer notre économie en économie de guerre. Ce peuple qui a souffert, qui ne reçoit d'ailleurs rien. On ne paye pas les citoyens congolais parce qu'ils ne travaillent pas. Seuls les députés, les ministres sont payés. Alors, on coupe ça aux ministres, on coupe ça aux députés, on laisse les gens qui sont dans l'administration avec leur salaire. Les députés, on coupe en deux. Même en deux. Comme ça, choup. Le ministre en deux, choup. L'argent va à l'effort de guerre. On fait une économie de guerre. On prend tous les efforts économiques, on met ça dans cette guerre et on attaque jusqu'au dernier Congolais. On va voir si cette communauté internationale qui est en train de nourrir le Rwanda va faire la même chose. Cette communauté internationale se rallie derrière Israël qui est en train de zigouiller les Palestiniens. Se rallie derrière l'Ukraine qui est en train de se faire zigouiller l'un l'autre avec la Russie. Mais nous qui subissons la même chose que subit l'Ukraine, nous sommes agressés. L'agresseur, c'est le Rwanda. Il supporte l'agresseur. Alors pourquoi ne pas supporter la Russie? Pourquoi ne pas laisser la Russie tranquille? Mais ils sont derrière le truand, le bandit. Qu'allons-nous attendre de ces gens-là? Rien. Alors je comprends pourquoi dernièrement, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie a été reçu chez Fachi.
Et quelques temps après, Fatih est allé au Kazakhstan, soi-disant pour des accords économiques. N'oubliez pas, le Kazakhstan est chapeauté par qui? Ça s'appelle la passe du cochon qui tousse. Maintenant, on doit enlever les gants. Si vous faites encore confiance à Trump, aux Américains, soyez les bienvenus au Conspiratorium et au prochain numéro qui portera exactement sur notre revers ou notre état de victime de fourberie des Américains. Qu'est-ce que nous allons encore dire à nos amis et frères, à nos concitoyens? Qu'il y a encore quelque chose, que non, les Américains sont mieux? En quoi? En quoi? Ce que nous subissons, c'est eux. Depuis 30 ans. Ils viennent de nous rouler dans la farine pendant plusieurs mois. Et pendant ce temps, ils renforcent notre ennemi. Qu'est-ce que nous allons dire encore? Nous sommes de bonne foi. Tshisekedi est de bonne foi. Alors, personne ne doit condamner Tshisekedi s'il dit finalement, ça n'est trop. Et je pense qu'il ne doit pas attendre. Il ne doit pas attendre. Il faut qu'il aille là où il doit aller. Car les autres, là-bas, là, Ruskis, les Ruskis sont honnêtes, ils sont francs, ils jouent tout sur table. Chat et chat, chien et chien. Les Yankees, les Américains, le chat peut ressembler à un chien, le chien peut ressembler à un chat. Quelquefois, c'est le corps du chien qui a à la fois la tête du chat et chien, ou c'est le corps du chien qui a à la fois la tête du chat et chien. Donc on ne sait plus avec eux. Je pense que c'est clair. Tutaongea tena. Kwaheri.